j'ai recommencé à travailler avec des scientifiques, avec KCO12 et d'autres, qui ne parlent que de ça. C'est-à-dire que Cassé est un grand spécialiste en robotique. C'est lui qui organise les expositions. Il m'a montré des choses inimaginables. Il m'a montré des robots inventant des langages, qui sont les seuls à comprendre, que nous ne comprenons pas. Alors, jusqu'où ça peut aller? C'est comme de toutes choses. On peut améliorer l'être humain. On m'a changé ma valve cardiaque cette année, tant mieux. Mais on m'a pas mis un robot. On m'a mis du veau. Parce que le veau est mieux que le porc, paraît-il. Mais bientôt, on est en train de mettre au point des valves en chair humaine, carrément. Donc, c'est vrai que la greffe et le changement d'organes est déjà entré dans les mœurs. Jusqu'où ça peut aller? On n'en sait rien, en fait. Est-ce qu'on pourra un jour modifier notre cerveau? C'est-à-dire modifier non seulement voire notre intelligence, notre raison, mais modifier le fonctionnement de notre cerveau, notre façon de percevoir les choses. Dans tous les manuels de philo, il y a un chapitre à la perception. Qu'est-ce que c'est notre perception du monde? Ça, c'est tout à fait passionnant. Je donnais des cours à UCLA, à Los Angeles, à une époque, et il y avait des questions intéressantes. Un étudiant m'avait demandé un jour, est-ce qu'un jour les robots, est-ce qu'un jour les ordinateurs feront des films? Je dis oui, sans aucun doute. Et d'autres ordinateurs iront les voir. Mais je sais que si un ordinateur faisait un film, j'irais le voir. Je serais très intéressé, absolument. Et ça va venir. À quelle vitesse, c'est très difficile à dire. Et que deviendrons-nous au milieu de ce monde transhumain? On parle beaucoup de transhumanisme. On n'y échappera pas. Mais jusqu'où irons-nous? Moi, j'ai été à une époque, il y a longtemps, au début des années 60, j'ai travaillé avec Jean Rostand sur un film qui s'appelait Bestiaire d'amour sur les différentes modes de reproduction sexuelle du monde animal, et c'était l'année où on venait de découvrir le clonage. Et Jean Rostand était très excité, il a fait venir, c'était 2 Anglais, il les a fait venir au Muséum d'Histoire Naturelle et on a filmé dans ce film le premier clonage. Bon, d'un crapaud, bien entendu, parce qu'il ne s'intéressait qu'au crapaud. Et entre le clonage d'un crapaud et le clonage d'une brebis, il a fallu 30 ans quand même, pour passer d'un batracien à un mammifère. C'est compliqué. Mais, par exemple, le clonage. Si un jour je me clone, un peu trop tard maintenant, mais j'ai passé l'âge, mais si quelqu'un se clone, quels seront les droits de ce clone? Est-ce qu'il y aura des lois spéciales pour lui? Est-ce qu'il aura le même statut social que celui dont il est la reproduction exacte? Ce sont des problèmes sans fin. Il n'y a pas que des problèmes techniques, il y a des problèmes de droit, des problèmes juridiques, des problèmes de vie en société, qui seront passionnants à résoudre, mais ce ne sera pas mon cas. Je veux dire, je serais passé de l'autre côté depuis longtemps. Inévitablement, tout progrès, toute amélioration, tout changement, même disons des mots très simples, techniques, entraîne automatiquement des problèmes de société, des problèmes de juridiction. Comment, pour la procréation assistée, ça pose des problèmes immédiatement. On ne peut pas se séparer l'un de l'autre parce qu'on est dans une société qui est ainsi faite. On peut pas, et ça a toujours été le cas dans toute l'histoire, surtout depuis qu'il y a des progrès techniques. Parce ce qui est très frappant aussi, c'est ce de quoi je parle dans mon dernier livre, c'est qu'un jour, avec ces scientifiques, on parlait, ils ont toujours la vitesse de la lumière comme c'est leur dada, hein, ils enfourchent la vitesse de la lumière qui est l'absolu, la constante universelle d'Einstein. Et un jour, j'ai demandé à un d'eux, mais quelle est la vitesse de l'obscurité? Et on m'a dit, on espère qu'elle n'est pas plus rapide que la... Mais c'est vrai qu'on est très frappé aujourd'hui par le fait que d'un côté, sauf en Chine et en Inde, la science est abandonnée. Les crédits baissent. Il y a très très peu d'étudiants attirés par les sciences. Très peu, et pas seulement ici, aux États-Unis aussi. Il y a une crise de vocation scientifique au même moment où la science découvre des choses extraordinaires. Alors,
on ne sait pas du tout de quoi l'avenir est fait. On ne sait même pas de quoi le passé est fait. Alors, à plus forte raison, l'avenir. Je dis quelquefois que le passé nous réserve plus de surprises que le futur. Mais on parle beaucoup de ça, c'est des entretiens. On n'en peut plus finir, on fait venir des gens, on organise des congrès, des rencontres. C'est tout à fait passionnant d'essayer d'imaginer ce qui sera, ce qui va se passer. Et on voit que quelquefois les opinions sont très très contradictoires. Un jour aussi, y aller, je parle un peu n'importe comment. Un étudiant m'a demandé si le passage à l'écriture électronique, enfin d'ordinateur, allait pouvoir améliorer l'écriture. Je dis ça, c'est une question où chacun y répond de façon personnelle. C'est pas, mais posons-nous la question autrement. Est-ce qu'au XIXe siècle, le passage de la plume d'oie à la plume métallique, tais-toi, a changé l'écriture? Est-ce que ça a changé l'écriture? Alors on peut répondre oui ou non. On ne sait pas, on ne sait jamais. Mais en tout cas, une chose est sûre, ça a changé la vie des oies. Alors là, tout le monde était d'accord, c'est-à-dire que la production, la manière de produire change. C'est inévitable. Okay.